Justement, mais la question que tout le monde se pose, vous optez pour le présentiel, notamment pour les petits. Alors, le présentiel pour les petits en cette période de crise sanitaire, est-ce possible? On va poser la question à docteur Mounir Mikou. Le risque sanitaire, c'est la raison pour laquelle l'alternative du présentiel n'est plus raisonnable. Mais le dernier mot revient aux parents. Et puis, le ministère a prévu d'instaurer dans les écoles un protocole sanitaire strict prenant en compte les mesures préventives prises par les autorités sanitaires. Alors, j'aimerais d'abord vous entendre sur les 3 scénarios prévus par le ministère de l'Éducation nationale. Docteur Mounir Mikou. Alors donc pour les 3 scénarios, c'est clair, c'est soit une présence effective, soit la présence plutôt avec une présence partielle, soit qu'on le distanciel. Un distanciel, ça veut dire un enseignement à distance. Mmh. Le problème qui s'est posé, c'est qu'à mon avis, c'est que le ministère s'est fait compliquer les choses pour lui-même. Mmh. Parce que là, au lieu de faire un choix clair et qu'on pourrait assumer, de faire la chose de cette manière et que il y aurait une participation peut-être de la société civile, une participation des associations des parents d'élèves et que ça soit un point comme ça a été initialement pendant la crise, pendant le confinement, que ce soit un point de départ pour quelque chose qui va être motivateur, qui va véhiculer des messages d'union dans le peuple, que les personnes soient là, motivées et qu'on fasse quelque chose de bien. Maintenant, on rend la responsabilité aux parents uniquement de prendre le choix de faire quelque chose, soit laisser vos enfants avec le risque, c'est ce qu'on est en train de faire passer comme message. Et si vous acceptez le risque, donnez les enfants à l'école. Si vous n'acceptez pas le risque, gardez-les chez vous. Et ça serait très difficilement applicable, à mon avis, pour des raisons plutôt pratiques. On voit ce qu'on pourrait imaginer pour des écoles privées et des écoles qui sont au centre-ville, qu'on puisse imaginer que le distanciel puisse être efficace. Mais imaginez en pleine campagne, où il n'y a pas d'Internet, là où il n'y a pas de smartphone, là où il n'y a pas de PC portable, qu'on puisse imaginer voire des choses comme ça, d'ordinateur, etc. Voire d'électricité. Donc, c'est pour ça que ils ont imaginé au ministère de laisser dans cette perspective le présentiel, mais ça ne règle pas l'affaire parce que il y a des personnes qui vont, même s'ils ont la possibilité d'être en présentiel, ils vont choisir le distanciel et parce que ça va pas les arranger. Mais donc, justement, docteur Mikou, si tous les parents optaient pour le présentiel, surtout en cette période de crise. Je pense que, à mon avis, vu ce qui s'est passé dans d'autres pays qui nous ont précédés, si vous voyez en France, en Europe, ils ont instauré cette possibilité de faire soit le présentiel, soit à distance. Ils l'ont déjà fait pour la fin de la saison, de l'année dernière, l'année scolaire dernière. Mais actuellement, ils ont reporté jusqu'au 7 septembre. La rentrée scolaire, mais avec le présentiel pour le primaire et pour la maternelle. Donc, c'est des choses qui sont pour eux claires et intransigeantes. Il y aura pas d'enseignement à part ça. Donc, pour nous, je pense que le risque pour les enfants, il est vraiment très infime. Le virus, d'ailleurs, il est en train de s'étendre partout dans le royaume, dans tous les foyers, dans toutes les villes. Et malgré que le message il est en train de tourner depuis des mois concernant le moyen de le combattre, la présence en école, à mon avis, ne va pas du tout changer la donne, si on leur donne le distanciel ou pas. Le virus est en train de circuler parce que les parents eux-mêmes ne respectent pas les mesures. Voilà, mais justement, les questions que la majorité des familles se posent, a-t-on les garanties qu'une école va respecter la distanciation physique? Ont-elles les moyens pour le faire? Et qui va contrôler, docteur Mikou?
C'est pour ça qu'il fallait prévoir ça auparavant. C'est pour ça que on n'arrête pas de parler et de dire peut-être qu'il faut retarder la rentrée scolaire d'un mois, à mon avis, et se préparer. Si ça n'a pas été fait auparavant, il faudrait se préparer pour assurer une distanciation sociale, pour assurer ce qu'il faut, pour que le monde associatif réagisse. Et j'ai fait l'appel sur vos angles il y a une semaine de ça concernant le monde associatif. Alors, ils sont partout dans le royaume, dans les petits patelins, partout. Ils peuvent avoir, même si c'est pas leur rôle actuellement, peut-être qu'ils sont en train de travailler sur des sujets qui peuvent être agricoles, ou ils peuvent être industriels, ou ils peuvent être un autre domaine et pas l'enseignement. Ils peuvent actuellement travailler sur ce domaine, sur ce sujet précis, et donner main forte à l'enseignement, aux écoles, pour plutôt lancer un message de collaboration des enfants, de collaboration des enseignants, de collaboration de la société civile et bien évidemment en association avec le ministère de tutelle. C'est très important de travailler sur ce point. Alors, une réaction, Dr Abdelhafid Oualaalou, par rapport à ce qui a été dit par Dr Miko Mounir? Allô? Oui, une réaction. Vous m'écoutez, d'accord. Oui, Alice. Je suis toujours avec vous. D'ailleurs, mes salutations à vos invités, Dr Nico et Madame Boussita. Je pense que le problème qui se pose maintenant, c'est la communication et l'adhésion des parents d'élèves. Vous avez une décision ministérielle devant vous, avec des variantes, avec des conditions sanitaires, avec un choix, avec une responsabilisation des parents d'élèves, avec la logistique des établissements scolaires. Voilà, ce sont des contraintes qui sont là. Et chaque famille est un cas. On ne peut pas gérer ce problème d'une manière centralisée, que ce soit dans le rural ou dans l'urbain, le préscolaire, le primaire et aussi l'enseignement secondaire et même universitaire. Il faut qu'on parle aussi de la rentrée universitaire. Prévue pour mi-octobre. Le 15 octobre. Donc c'est une question de visibilité qui se pose à nous tous, une visibilité sur l'épidémiologie du Maroc à court terme et à moyen terme, et tout dépend de cette évolution épidémiologique. Et je pense que la communication a sa place pour rassurer les familles, pour leur expliquer d'une manière claire et pédagogique la décision du ministère de l'Éducation nationale, que le ministère de la Santé aussi intervienne dans cette communication, que les associations des parents d'élèves interviennent aussi parce qu'ils seront associés à ce genre de décision, et aussi donner la parole à la société civile, comme ça a été dit par notre ami Dr Nico. Il faut que la société civile aussi se mobilise. Elle est là, elle peut faire beaucoup de choses auprès des parents d'élèves, des familles, pour expliquer, pour accompagner et voir comment dépasser les contraintes par famille ou par région. Je voudrais aussi ajouter que l'approche qui a été choisie, elle repose aussi sur la régionalisation. Le ministère de l'Éducation nationale disait d'une manière publique, et il l'a déclaré, il a donné aussi les compétences aux directeurs des académies, aux directeurs au niveau provincial et préfectoral, et aussi aux directeurs des établissements scolaires, pour essayer avec les parents d'élèves, avec la société civile, avec les élèves, de trouver des solutions adéquates au niveau régional et au niveau local, et même au niveau de chaque établissement, d'autant plus que le ministère de la Santé, et étant donné que le choix pour le présentiel pose problème aussi des risques sanitaires, le choix pour les cours à distance pose aussi des problèmes concernant l'investissement en équipement informatique, et aussi les moyens que possèdent les familles pour accompagner d'une manière technique les enfants. Donc, c'est un investissement qui est exigé pour tout le département de l'éducation nationale.
il faudra penser à distribuer des tablettes, des smartphones. Et il faut aussi, et ça a été déclaré par le ministre de l'Éducation, que les sites d'Internet seront gratuits grâce à la coordination avec le ministère de l'Éducation, du Commerce et du Numérique, et aussi avec les 3 sociétés chargées de cette transmission par Internet. Donc, ce sont tous ces données qui doivent être présentes, expliquées. On va donner la parole à Amina Bousta, qui est psychopédagogue, psychothérapeute, enseignante également. Une réaction par rapport à ce qui a été dit par docteur Abdelhafed Ouel'Alou. Il parlait justement des parents qui sont partagés entre colère et désarroi. Les professeurs, selon certains parents, les professeurs n'ont ni la technicité, ni l'habitude, les élèves non plus. Alors, une réaction, Amina Bousta. Je suis tout à fait d'accord avec Dr. Ouel'Alou par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce que tout le monde doit être concerné. Les mairies, les communes, les associations des parents d'élèves. Tout le monde doit être concerné et tout le monde doit venir aider le ministère de l'Éducation nationale et de la Santé. Aujourd'hui, seul le ministère de la Santé ne peut pas faire ça seul. Le ministère de l'Éducation nationale est en face d'un grand défi par rapport à cette situation. Donc, tout le monde doit se mobiliser aujourd'hui, même si, comme il a bien dit, même si ce n'est pas de leur responsabilité. Mais aujourd'hui, tout le monde doit s'atteler pour justement mener à bien cette rentrée scolaire, cette année scolaire, parce que les enfants et l'enseignement n'attendent pas, le développement des enfants n'attend pas, et par conséquent, tout le monde doit s'atteler. Et c'est comme ça que, justement, que les gens vont prendre conscience qu'il y a un réel virus. Parce que les gens, ils disent qu'il n'y a pas de virus. Vous vous rendez compte qu'il y a des classes sociales où pour eux, le corona n'existe pas. Alors, mais si aujourd'hui, ils voient que tout le monde s'y met, que les gens sont là pour justement renforcer le dispositif pour justement mener à bien cette rentrée scolaire. Les parents sont très inquiets, ils sont perdus. C'est très difficile de mettre les parents en face d'un choix parce qu'ils ne maîtrisent pas tout. L'enseignement à distance, c'est franchement pour notre pays, même si les autres l'utilisent, chez nous c'est très difficile. On est loin de quelque chose qui peut justement être confortable pour les familles. Les familles ne sont pas outillées, n'ont pas un certain niveau intellectuel pour justement coacher leurs enfants. Ils n'ont pas de matériaux, ils ne sont pas outillés ni sur le plan enseignement ni éducation. On sait que les enfants aujourd'hui ont du mal à se concentrer. La plupart des enseignants me confient qu'ils n'arrivent plus à tenir les enfants en classe pour suivre un cours. Alors encore plus à distance. Comment fixer un enfant sur un ordinateur pour des apprentissages nouveaux par conséquent. Parce que là, je le dis et je le répète, l'enseignement préscolaire qu'on a lancé et que j'applaudis fortement parce que c'est là où tout se passe chez un enfant pour ses premiers apprentissages pour un avenir certain. La classe du CP, c'est pas moi qui le dis, c'est les recherches et les analyses qui ont été faites, est une classe déterminante. On peut prendre CP, le CE1, les enfants, franchement, pour moi, le distanciel n'est pas à faire. Bon, alors, ça reste un avis de professionnels et de praticiennes. Alors, en ce qui concerne la régionalisation, oui, parce que tout le monde, on ne peut pas imposer à une région qui n'est pas concernée, qui n'a pas beaucoup de population, qui a quelques écoles, de lui imposer ce qu'on peut imposer à Rabat, Casa, Marrakech ou Fès. Les établissements aussi doivent, ils ont beaucoup de classes, ils sont bien structurés, ils peuvent aussi avoir leur modèle.
Et ça, c'est très bien pour nous parce que plus les écoles les enseignants et les établissements scolaires vont s'organiser, il y aura peut-être un établissement témoin. Là, on n'a rien. On ne sait même pas comment. Je sais, on a appris par les réseaux sociaux que l'enseignement à distance s'est mal passé. On a vu des hystéries au téléphone. Mais maintenant, on peut justement laisser faire, parce que aussi il y a l'expérience des directeurs, des inspecteurs, des régions. Pourquoi imposer quelque chose partout de la même manière? Voilà, non, justement, c'est la question. On peut justement essayer de sauver ce qui a sauvé. On peut alors justement, c'est la question que j'aimerais poser à Dr Mikou Mounir par rapport à la régionalisation. Il y a des régions qui sont beaucoup plus touchées que d'autres. Est-ce qu'il faut adopter les mêmes scénarios? Oui, les choses peuvent changer parce que c'est important. Si vous voyez ce qui s'est passé à Tanger, c'est un exemple qui est assez important à relater. Ce qui s'est passé à Tanger, c'est qu'il y a eu une augmentation très importante des cas d'infection à Covid positif et des cas qui sont sérieux, des cas hospitalisés en réanimation et une mortalité qui s'est élevée. Et ce n'est qu'un seul truc qui a pu baisser le nombre de personnes atteintes, c'est un pseudo-confinement que les autorités ont imposé. Alors, si maintenant, dans des régions où il y a une infection qui s'est propagée et que les citoyens n'arrivent pas à comprendre que le virus est là et qu'il y a une transmission importante interhumaine du virus avec des cas graves qui s'installent, bien évidemment, le pseudo-confinement devrait s'installer. Par conséquent aussi, les écoles devraient assurer la distanciation, plutôt l'enseignement à distance. Donc, c'est quelque chose d'assez évident. Et les régions où il y a moins de cas, on peut opter pour le présentiel? Bien évidemment, présentiel, avec des règles, comme on n'arrête pas d'en parler, avec une sorte de distanciation à l'intérieur des classes, avec la présence de savon et d'eau, la présence de gel hydroalcoolique et des classes qui sont adaptées. Le problème qui va se poser, c'est qu'il y a certaines régions, certaines villes qui, même s'il n'y a pas beaucoup de cas, c'est que les classes ne sont pas adaptées. Ça veut dire qu'on va trouver une surpopulation d'enfants qui sont là, une quarantaine, une cinquantaine d'enfants qui sont dans cette classe. Et là, ça pose des problèmes pratiques pour assurer une distanciation correcte. Et alors, c'est là où il faudrait peut-être imaginer des solutions dépendant de chaque école, dépendant de chaque région, de chaque province. Et c'est de là où il faudrait que le ministère et les directeurs des régions, les directeurs d'académie puissent avoir une vision qui est un peu différente. Et pas qu'on impose, qu'on donne le choix aux parents de faire comme ils imaginent. C'est à eux de choisir. Non, à mon avis, il fallait peut-être imposer un présentiel quelque part, puisque les conditions le permettent, et peut-être assurer un enseignement à distance dans des régions qui ne permettent pas le présentiel, ainsi de suite. Donc, ça sera à la carte. Mais c'est au ministère de prendre la responsabilité, pas aux parents. D'accord. Alors justement, les parents qui se posent la question suivante, comment les enfants seront en sécurité à l'école? La question du masque a été évoquée, le port du masque à partir de la 5e du primaire. Qu'est-ce que cela vous inspire, docteur Mounir Mikou, par rapport au port du masque? Exactement. Alors, le port du masque, ça devrait être maintenant une culture qui est déjà installée. Ça devrait, je dis bien, ça devrait être une culture déjà installée, puisque les enfants, en principe, regarderaient leurs parents sortir avec un masque, et de ce fait, ils devraient être initiés à cette pratique de mettre des masques. Donc, ça serait quelque chose de vraiment systématique. Maintenant, sur la capacité des parents à se procurer des masques. Voilà, justement, qui doit payer les masques? C'est un coût aussi. Ça, c'est une autre manière de prendre la chose. Et je dis bien encore une fois, il y a
il y a le ministère qui doit assumer cette responsabilité. Il y a aussi les parents d'élèves qui doivent assumer cette responsabilité en partie. Et il y a le monde associatif qui devrait aussi, comme le monde associatif travaille dans les quartiers démunis, travaille dans les hôpitaux, pourrait aussi maintenant travailler dans les écoles et apporter un coup de pouce dans ce sens. Alors, juste pour info, les industriels s'activent pour produire en quantité les masques pour les enfants. Plus de 300 entreprises marocaines certifiées pour la fabrication de masques sanitaires de protection. Le ministère ne l'a pas encore confirmé. Une réaction, Dr Abdelhafid Oualalo? Allô? Aussi, vous avez cette question de formulaire à remplir par les... Oui, docteur Abdelhafid. Problématique pour ces parents d'élèves parce qu'on les responsabilise dans leur choix entre l'enseignement à distance et surtout la présence, mais aussi leur responsabilité vis-à-vis des risques sanitaires que peut présenter leurs enfants. Donc, ce formulaire pose question. Il doit être en principe rempli par Internet sur le site Wali à travers Massar, mais aussi pour ceux qui n'ont pas ce genre de moyens techniques, peuvent le remplir directement auprès du directeur de leur établissement. Et ça poserait un problème où va cette responsabilité au niveau sanitaire, mais au niveau qualité de l'enseignement. Qu'est-ce que cela veut dire, docteur Abdelhafid Oualalo, de ce choix présentiel? Pour ce qui est des marques, moi je suis d'accord avec docteur Miko. Il faut initier tous les enfants à prendre les masques. L'OMS a une position claire là-dessus. Il ne faut pas priver les enfants de cette mesure barrière. Et je pense que nous aurons le programme million cartables. Il faudra mettre des masques dans des cartables au même titre que les livres et autres. Et je pense que la question maintenant qui se pose pour les parents, c'est le choix entre le cours à distance et aussi la présence. La présence, c'est aussi la logistique de chaque établissement. Un établissement qui a de l'eau, qui a des toilettes, qui a du savon, qui a un système d'assainissement et qui y a aussi une discipline au niveau d'abord des enseignants qui doivent être aussi près de leurs élèves, qu'il y a un respect strict des mesures sanitaires, qu'il n'y aura pas on ne peut pas accepter un relâchement dans les écoles si on opte pour le présentiel. Donc tout le monde est appelé à participer, à adhérer, à accompagner les élèves, et je pense qu'on ne peut pas, pour ma part, on ne peut pas trouver des solutions pour tout le monde. C'est à la carte, comme on dit. Le rural, c'est une situation à part, le préscolaire, le primaire, et il faut parler aussi du transport scolaire, parce que le ministère a parlé de 50% pour ce qui est de l'effectif dans les transports scolaires. Il faudra aussi veiller à respecter ce 50%. Et je pense que comme ça a été fait pour le transport, à la veille de l'Eid, et qui a donné ce genre de chiffres alarmants au niveau épidémiologique, il ne faut pas aussi que le transport scolaire soit une occasion de propager le virus. Il y a le problème de la cantine également. De ces mesures barrières que nous rappelons. Ça fait des mois qu'on parle du masque obligatoire, du savon, laver les mains, la distanciation. Tout cela, c'est une question de responsabilité individuelle, mais aussi une responsabilité collective. Comme l'a dit Sa Majesté dans son dernier discours, il faut le respect, il faut qu'il y ait la citoyenneté, il faut qu'il y ait la solidarité entre nous tous pour la santé de nos enfants et pour assumer et garantir le droit à l'éducation. Amina Bousta. Oui, justement, c'est bon pour les transports. Il faudrait que les lignes qui accompagnent les enfants à l'école il doit y avoir des bus qui soient réservés uniquement aux scolaires. Qu'il n'y ait pas des adultes avec les enfants dans le même bus et qui est plein, qui est bondé parfois, même à 50%. Moi, j'ai vu que le respect n'est pas là. Il faut de la rigueur.
tout peut se faire, mais avec de la rigueur. Malheureusement, dans notre pays, il n'y a pas la rigueur. Les gens ne respectent pas la loi, que ce soit dans l'éducation routière, que ce soit à l'intérieur des foyers, à l'intérieur, il n'y a pas de loi. La loi, c'est elle qui fait arrêter la personne qui dévie. Alors aujourd'hui, je ne suis pas pour sévir, je ne suis pas là pour donner des sanctions. Les sanctions, on n'en a pas besoin. Il faut accompagner, il faut être ferme, il faut être là, il faut être présent. Et surtout, concernant la santé, il faut montrer aux gens qu'ils n'ont pas le choix que de respecter ce qui est dit et ce qui est annoncé. Aujourd'hui, les gens font un peu ce qu'ils veulent. Et ça, on est au niveau des médias, nous sommes franchement similaires aux autres pays. Les annonces, les publicités, que ce soit la radio, les chaînes de télévision, tout le monde est mobilisé. Mais les gens font un peu ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que justement, ils ne respectent pas. La loi, aujourd'hui, n'existe pas dans notre pays. C'est le problème de notre société avec l'autorité. Dans un feu rouge. On ne sait pas quand un parent dit non. Le non n'est pas accepté dans notre société. Les gens ne savent pas dire non à eux-mêmes. Alors, ils font ce qu'ils veulent. Je vous assure que c'est un long combat. Je suis thérapeute. J'ai beaucoup de familles qui sont vraiment dans un problème d'éducation avec leurs enfants par rapport à ce non. Alors, c'est l'occasion, justement, Alors, très rapidement, Amina Boustin, parce qu'on est pris niveau timing. Les familles pour justement intégrer la loi, intégrer l'interdit, intégrer énormément de choses. Alors, une question très importante pour docteur Mounir Miko. Voilà, on a parlé de la question des masques, le port du masque. Alors, en cas de cas positif, à quel moment on informe la famille? Ça c'est l'une des questions que les familles se posent, docteur Miko. S'il y a un cas positif, vous voulez dire qu'un cas positif, ça veut dire qu'il y a des signes respiratoires qui s'installent, une fièvre, s'il y a un rhume qui s'installe, s'il y a une toux qui s'installe, il faut avertir immédiatement la famille, ça c'est important. Donc à chaque fois qu'il y a des signes suspects d'infection, il faut avertir immédiatement la famille. C'est important. Mais j'ai besoin de sauter sur un truc qui est très important. Allez-y, mais très rapidement, docteur Mounir Miko. Très rapidement. C'est que dans les crises, dans les grandes crises où il y a vraiment une opportunité d'améliorer certains secteurs et améliorer des possibilités qu'on a dans le pays. Cette crise est une opportunité extraordinaire. Et je le dis bien, il faut le voir, la crise, de cette manière. C'est une opportunité extraordinaire pour qu'on puisse réussir ce qu'on n'a pas pu faire pendant des années, pendant des décennies. C'est l'occasion que pour cet enseignement, qu'on n'arrête pas de critiquer depuis toujours, pour qu'il puisse s'améliorer. C'est un défi. On est prêt. Je pense que le peuple est prêt pour réussir. Alors, le message est passé, docteur Mounir Miko. Le mot de la fin, en 2 mots, Abdelhafid Ouelelo, docteur Abdelhafid Ouelelo, en 2 mots. Allô. Allez, en 2 mots. Deux mots que nous répétons à chaque fois dans vos émissions et à travers les médias. Le respect strict des mesures sanitaires, le port obligatoire du masque, laver les mains avec du savon ou avec le gel et aussi la distanciation. On n'a plus le droit de voir un relâchement de la population. On n'a plus le droit de voir des gens qui ne prennent pas au sérieux cette pandémie. Merci, tout faire pour la santé de notre population. Merci, docteur Abdelhafid Ouelelo. Amina Boustin, le dernier mot. Allô? Oui, Amina Boustin. Oui, tout à fait. Je rejoins d'abord tout ce qui est d'ordre santé, les masques, le respect. De la distanciation Merci. sociale. Donc, le respect des mesures barrières. Merci beaucoup, Amina. Je suis vraiment désolée. On est pris niveau timing. L'hygiène des parents doivent à vous être tous. de rigueur par rapport à l'hygiène des enfants. Merci beaucoup, Amina Bousta. Je rappelle que vous êtes psychopédagogue, psychothérapeute et enseignante. Merci à vous, docteur Abdelhafid Ouelelo, docteur en pharmacie, biologiste et vice-président de l'Institut marocain des relations internationales.
nationale. Et merci à vous, docteur Mounir Miko, docteur en anesthésie et réanimation. Voilà, le carrefour du Chaîne Inter, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Mounir qui assure le volet technique, Samad pour la réalisation. C'était Nadia au micro. On se retrouve demain, midi 13h. D'ici là, prenez soin de vous.